Les vacances sont souvent pensées comme une parenthèse, quelques jours loin de chez soi, un décor plus beau que le quotidien, des souvenirs qu'on imagine déjà raconter en rentrant. Mais parfois la parenthèse ne se referme pas comme prévu. Shankela Robinson a 25 ans, elle vient de Charlotte en Caroline du Nord. Ses proches la décrivent comme une jeune femme dynamique, sociable, entrepreneuse et très attachée à sa famille. Le 28 octobre 2022, elle quitte les États-Unis pour un court séjour au Mexique. Elle part avec 6 autres personnes, 3 hommes et 3 femmes. Le groupe se rend à Cabo San Lucas, en Basse-Californie du Sud, et loge dans une villa de luxe à Puerto Los Cabos. Ils sont venus pour fêter l'anniversaire de l'un d'eux, Nazir Wiggins. Sur le papier, tout ressemble à un voyage ordinaire. Un groupe d'amis, une destination touristique, une villa, quelques jours au soleil. Mais quelques heures seulement après leur arrivée, un médecin est appelé sur place. Au même moment, Salamandra Robinson, la mère de Shankela, reçoit un appel. On lui annonce que sa fille est tombée malade, on lui dit qu'un médecin est en route et on lui donne une première explication. Shankela aurait beaucoup bu. Lorsque le médecin arrive à la villa, elle est déshydratée, désorientée, ne répond pas verbalement et n'est pas en mesure de communiquer. Les personnes présentes parlent d'alcool. Le médecin recommande alors un transfert à l'hôpital, mais ses compagnons de voyage insistent pour qu'elle soit traitée sur place. Le médecin tente donc de lui poser une perfusion, puis son état se dégrade brutalement. Vers 16h13, Shankela convulse. Elle a des difficultés à respirer. Son pouls chute. Une ambulance est appelée. Les secours tentent de la réanimer, mais son décès est déclaré à 17h57. D'abord, le rapport de police conclut à une intoxication alcoolique. Aucune blessure interne ou externe visible n'est mentionnée. C'est cette version qui arrive jusqu'à sa famille. Un malaise, une intoxication, une jeune femme qui perd la vie pendant un voyage entre amis. Mais très vite, Salamandra Robinson doute, parce que les récits ne concordent pas. Selon les versions, Shankela aurait été retrouvée par une femme de ménage, par le concierge ou par ses compagnons de voyage eux-mêmes. Même l'endroit où elle aurait été trouvée change. Le sol, un lit, une chaise. Pour la famille, ces contradictions ne concernent pas des détails secondaires. Elles concernent les premières minutes de l'urgence. Qui l'a trouvée? Où était-elle? Qui a appelé à l'aide? Et pourquoi les personnes présentes ne racontent-elles pas la même chose? Il y a aussi la question de l'hôpital. Salamandra affirme avoir insisté pour que sa fille soit transportée aux urgences. Mais selon elle, les compagnons de voyage lui auraient répondu que l'assurance de Shankela n'était pas valable au Mexique et que l'hôpital demandait $5 000 en espèces avant de la prendre en charge. À distance, dans un autre pays, Salamandra dépend entièrement de ce que les autres acceptent de lui dire. Puis un document officiel contredit la version initiale. Le rapport d'autopsie mexicain ne parle pas d'intoxication alcoolique. Il évoque une grave lésion de la moelle épinière et une luxation de l'atlas, la première vertèbre cervicale. À partir de là, la version du simple malaise s'effondre. La mère de Shankela repense aussi à l'état de sa fille. Elle parlera d'un gonflement au niveau de la tête, d'échymose au visage, d'un œil enflé et d'une lèvre fendue. Pour elle, Shankela ne ressemblait pas à quelqu'un qui était simplement tombé malade. Une seconde autopsie est réalisée aux États-Unis dans le cadre de l'enquête fédérale et cette expertise ne confirme pas la conclusion mexicaine. L'examen américain ne retrouve pas la lésion de la moelle épinière décrite au Mexique. La colonne est décrite comme intacte. La cause du décès est classée comme indéterminée. Le rapport relève en revanche plusieurs lésions superficielles, un hématome au front, un léger œdème cérébral et des signes compatibles avec un manque d'oxygénation du cerveau. Ce désaccord devient l'un des points les plus sensibles de l'affaire. Le rapport mexicain écarte l'alcool et oriente vers une blessure grave au cou. Le rapport américain ne retrouve pas cette liaison et ne parvient pas à établir une cause certaine. Et puis il y a une vidéo qui ne montre pas les derniers instants de Shankela, mais qui montre une scène que personne n'avait racontée à sa mère. À la mi-novembre 2022, des journalistes mexicains entendent parler d'une vidéo qui circulerait parmi les étudiants de Winston-Salem, l'université dont Shankela était diplômée. Lorsqu'elle est publiée sur les réseaux, l'affaire bascule. Sur les images, Shankela se trouve dans une chambre de la villa. Elle est vulnérable, elle n'est pas habillée, elle ne semble pas chercher l'affrontement. Une femme s'en prend violemment à elle. La scène est filmée par au moins une personne présente. Good look, can you at least fight back? No. Why's she not fighting? At least something. At least fight back, something. Get up, bro, get up. Yeah. À un moment, une voix masculine lui dit « Good look, can you at least fight back? » Shankela répond non. Cette réponse est centrale. Elle ne montre pas une dispute entre deux personnes qui veulent se battre. Elle montre une jeune femme qui refuse l'affrontement et autour d'elle des témoins qui n'interviennent pas.
Après cette vidéo, une autre lecture de l'affaire s'impose dans l'opinion publique. Pour beaucoup d'internautes, la scène ne ressemble pas à une simple dispute qui aurait dégénéré. Shankela semble seule. Elle est entourée de personnes qui voyagent avec elle et pourtant personne ne semble la protéger. C'est ce qui alimente rapidement l'hypothèse d'un piège. Le groupe s'était-il déjà retourné contre elle? Avait-elle été isolée? Les personnes présentes savaient-elles que quelque chose allait se passer? À ce stade, rien ne permet de l'affirmer judiciairement, mais plusieurs éléments nourrissent ce malaise. Une autre vidéo tournée avant le drame montre Shankela encore joyeuse dans la villa. On l'entend chercher les autres participants du voyage, avant de les retrouver réunis dans une autre pièce. Certains internautes y verront plus tard un signe qu'elle était déjà mise à l'écart. Mais cette vidéo à elle seule ne prouve pas une préméditation. Elle montre surtout un contraste difficile à oublier. Shankela apparaît encore légère, confiante, presque insouciante, dans une maison où quelques heures plus tard, personne ne semblera intervenir pour elle. It don't take that long to get naked. Where y'all at? She told me I'm gonna keep it hot. You gonna keep it hot? What? I'm gonna keep my hot bathing suits that I don't want to wear because it's cute as fuck. They, what Go said, they croup. The ones that's like mediocre is in my check-ins. I can't wear them. Le 16 novembre 2022, le bureau du procureur général de Basse-Californie du Sud rouvre l'enquête. Le décès de Shankela Robinson est désormais considéré comme un possible féminicide. Le 18 novembre, le FBI de Charlotte confirme à son tour l'ouverture d'une enquête. Puis le 23 novembre, les autorités mexicaines annoncent qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre une ressortissante américaine, présentée comme l'auteur direct de l'agression ayant entraîné le décès de Shankela. Mais aucune extradition immédiate n'a lieu. Aucune arrestation publique ne vient répondre aux attentes de la famille. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les 6 compagnons de voyage de Shankela sont bientôt surnommés les Cabo Six. Mais il faut rester précis. Être cité dans les médias, avoir été présent pendant le voyage ou être visé par l'opinion publique ne signifie pas avoir été reconnu coupable par un tribunal. En avril 2023, les procureurs fédéraux américains annoncent qu'ils n'engageront pas de poursuite. Ils expliquent que les preuves disponibles ne permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable qu'un crime fédéral a été commis. La décision choque la famille, mais le dossier est juridiquement complexe. Les faits se sont produits au Mexique. Les personnes présentes sont américaines. Les témoins sont rentrés aux États-Unis. Les expertises médicales ne concordent pas totalement et la justice doit établir non seulement ce qui s'est passé, mais aussi la cause exacte du décès, la compétence des juridictions et le lien juridique entre les faits filmés et la mort de Shankela. Plus tard, la famille engage aussi des démarches civiles, notamment contre les Cabo Six et certaines institutions américaines. Mais sur le plan pénal, l'affaire reste bloquée. Shankela Robinson avait 25 ans. Elle était partie pour quelques jours à Cabo San Lucas. Elle pensait peut-être revenir avec des souvenirs de vacances. À la place, sa famille a reçu des versions contradictoires, des rapports qui ne s'accordaient pas et une vidéo que personne n'aurait dû découvrir sur les réseaux sociaux. Dans une autre affaire, quelques années plus tard, une autre jeune femme partira elle aussi entourée de ses proches, sans savoir que le danger se trouve déjà à bord. Anna Kepner a 18 ans. Elle est originaire de Titusville, en Floride. Elle est cheerleader en dernière année de lycée et doit obtenir son diplôme quelques mois plus tard. Après le lycée, elle rêve de rejoindre l'US Navy. Le 2 novembre 2025, Anna embarque depuis Miami à bord du Carnival Horizon, une croisière familiale d'1 semaine dans les Caraïbes. À bord, il y a son père, Christopher Kepner, sa belle-mère Chantel, son petit frère de 13 ans, sa petite sœur de 9 ans, ses grands-parents paternels et les 2 enfants adolescents de sa belle-mère, dont Timothy Hudson, 16 ans. Sur le papier, tout ressemble à des vacances ordinaires. Un grand navire, des escales, des restaurants, une famille recomposée réunie pendant quelques jours en mer. Mais sur un bateau de croisière, la sécurité peut être trompeuse. Les couloirs sont filmés, les passagers sont identifiés, le navire est fermé. Mais une fois la porte d'une cabine refermée, les caméras ne voient plus ce qui se passe à l'intérieur. Le 6 novembre, après une escale à Cozumel, la famille se retrouve pour le dîner. Pendant le repas, Anna dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle se plaint de maux de ventre et de douleurs liées à son appareil dentaire. Elle quitte alors la table et retourne dans sa cabine. Cette cabine, Anna la partage avec son frère et avec Timothy Hudson, le fils adolescent de sa belle-mère. Dans la cabine située juste en face dorment son père, sa belle-mère, sa petite sœur et sa demi-sœur. Les adultes sont à quelques mètres seulement, mais cette nuit-là, tout va se jouer derrière une porte fermée.
Le lendemain matin, Anna ne vient pas au petit déjeuner. Son père part la chercher. Puis une annonce retentit sur le navire. Il est question d'une urgence médicale dans une cabine. Le grand-père d'Anna comprend que la cabine concernée est celle qu'elle partage avec son frère et son demi-frère. Vers 11h24, une employée de ménage est entrée dans la cabine pour la nettoyer. Elle a découvert Anna sous le lit, enveloppée dans une couverture, recouverte de gilets de sauvetage. La croisière familiale devient une enquête criminelle. Le 8 novembre, le Carnival Horizon rejoint le port de Miami. Le corps d'Anna est transporté à l'Institut médico-légal. Les premières constatations réalisées à bord sont limitées. Elles sont faites par un médecin du navire et non par un médecin légiste. La réponse médicale complète vient ensuite. Selon son certificat de décès, Anna Keppner a succombé à une asphyxie mécanique. Une pression ou une force physique l'a empêchée de respirer. Son décès est qualifié d'homicide. Mais le premier élément matériel qui fait basculer l'enquête, c'est son téléphone. Anna n'était jamais sans son portable. Pourtant, lorsqu'elle est retrouvée, l'appareil n'est pas avec elle. Il sera découvert plus tard aux objets trouvés du navire, après avoir été récupéré dans une poubelle située à l'arrière du bateau. Le téléphone est gravement endommagé, comme s'il avait été brisé. Les enquêteurs veulent alors comprendre comment il a pu se retrouver là, puisque les caméras montrent qu'Anna n'a jamais quitté la cabine après 19h38. Le matin du 7 novembre, avant la découverte, les caméras montrent Timothy quitter la cabine vers 9h50, avec quelque chose dans la main gauche. Il se dirige vers l'arrière du navire. Vers 9h52, il est vu près d'une poubelle. C'est précisément dans cette zone que le téléphone d'Anna sera retrouvé. Les données de localisation renforcent cette chronologie. Lorsque Timothy est vu sur le pont 11, le téléphone d'Anna est aussi localisé sur le pont 11. Lorsqu'il se déplace vers l'arrière du navire, le téléphone suit le même mouvement. À partir de là, l'affaire change de nature. Le principal suspect n'est pas un inconnu. Ce n'est pas un passager croisé au hasard. Ce n'est pas un membre d'équipage. C'est Timothy Hudson, le fils de la belle-mère d'Anna, l'adolescent de 16 ans qui partageait sa cabine. Les éléments médico-légaux décrivent ensuite une scène beaucoup plus grave que ce que les premières constatations à bord avaient pu établir. Selon les informations rapportées, Anna aurait été privée d'air par une clé de bras exercée avec une force extrême, au point d'endommager ses 2 tympans. Les analyses évoquent aussi une atteinte grave à caractère intime. Un profil ADN masculin appartenant à un autre adolescent présent sur le bateau est identifié, mais cet adolescent n'est pas considéré comme suspect. En revanche, d'autres traces biologiques présenteraient une forte probabilité de correspondance avec Timothy. L'enquête remonte aussi avant la croisière. L'ex-petite amie d'Anna, Joshua, affirme qu'elle avait peur de Timothy. Selon lui, il portait souvent un long couteau sur lui. Il raconte également que plusieurs mois auparavant, un soir vers 3h du matin, il était en appel FaceTime avec Anna alors qu'elle dormait. Pendant l'appel, il aurait vu Timothy entrer dans la chambre, s'approcher du lit et se positionner sur Anna. Joshua serait alors intervenu à travers le téléphone, ce qui aurait fait fuir Timothy. Il affirme avoir rapporté l'incident aux parents d'Anna sans que cela soit suivi des faits. Il dira aussi qu'Anna essayait de rester le moins souvent possible chez elle parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise en présence de Timothy. Elle dormait chez des amis ou chez lui dès qu'elle le pouvait. Ces témoignages devront être examinés par la justice, mais ils instaurent un doute sur un malaise qui aurait pu exister avant la croisière. Timothy Hudson, lui, affirme ne pas se souvenir de la soirée. Il explique qu'il aurait consommé de l'alcool, mais selon les éléments rapportés, les caméras du navire ne montrent pas d'alcool servi à des mineurs. En février 2026, Timothy Hudson est d'abord inculpé en tant que mineur. Il plaide non coupable. Il est remis en liberté sous bracelet électronique. Mais quelques semaines plus tard, l'affaire prend une autre direction. En avril 2026, la décision tombe. Il sera jugé comme un adulte. Sa liberté provisoire est révoquée. Il se rend aux autorités et est placé en détention dans l'attente de son procès. Timothy Hudson reste présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Anna Keppner était montée à bord du Carnival Horizon pour une parenthèse familiale dans les Caraïbes. Mais ce voyage sera son dernier. Dans ces 2 histoires, le danger ne vient pas d'une mauvaise rencontre. Il ne vient pas d'un inconnu croisé dans un couloir, sur une plage ou au détour d'une soirée. Il vient des personnes qui partaient avec elle, des personnes qui dormaient sous le même toit ou dans la même cabine, des personnes censées partager un moment heureux. Et c'est peut-être ce qui rend ces affaires aussi difficiles à oublier. Shankela Robinson et Anna Keppner ne sont pas décédées parce qu'elles étaient seules à l'étranger. Elles étaient entourées. Mais parfois, être entourée ne veut pas dire être protégée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que ces 2 affaires vous inspirent et si vous voulez que je continue cette série sur les voyages qui ont basculé. Restez prudents même entourés. Le réel est plus cruel. Et je suis là pour vous le raconter.